séance, compte tenu d'une séance importante, avec le vote du budget ce soir, nous faisons le choix de rester à cette séance, même si le quorum n'est pas atteint. Et nous agissons en tant que responsables et nous associons à cette réunion. Eh bien, je note cette volonté positive et je l'accepte avec plaisir. Merci. Est-ce qu'il y a sur le PV, Bernard? Oui, j'ai quelques remarques sur le PV, parce qu'en fait, j'ai fait une analyse de texte, des propositions de correction que j'avais faites et de ce qui a été retenu. Alors, je suis un petit peu étonné déjà que tous mes propos sont passés au conditionnel, alors que les propos du maire sont passés à l'affirmatif. Donc, je pense que vous n'êtes pas étranger, monsieur le maire. Je pense que c'est pas entièrement été corrigé. Alors quand je m'exprime à l'affirmative, je m'exprime à l'affirmative. Si je suis moi-même conditionnel dans ce que je dis, je comprends qu'on mette dans le PV une expression conditionnelle, en utilisant le verbe au conditionnel. Mais je ne comprends pas pourquoi vous avez corrigé systématiquement mes propos en passant au conditionnel. Alors déjà, je vais vous dire, pour vous répondre sur la question d'être étranger à la rédaction, c'est pas moi qui ai l'œil le plus vigilant sur le PV. Parce que je considère qu'on a un enregistrement audio de nos travaux qui est la trace la plus fidèle de ce qui s'y passe. Tout à fait. Voilà. S'agissant de l'utilisation du conditionnel, il y a des aspects de vos propos, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des aspects de vos propos qui relèvent plus du jugement que du constat. Et le jugement, il se comprend mieux lorsqu'il est au conditionnel que lorsqu'il est au présent. Et en ce sens, je trouve que c'est assez objectif que de l'avoir mis au conditionnel. Non. Excusez-moi. On est sur la deuxième page du PV. Je lis. Alors ça, c'est donc les propos qui sont repris, je crois. La baisse de la population municipale a un effet négatif sur le produit fiscal. Et il a été rajouté, après mes corrections, Monsieur le maire est plus prudent et indique que les chiffres de 2019 sont plutôt rassurants. Alors, là, on n'est pas dans le Serait plutôt rassurant. Non, c'est écrit sont plutôt rassurants. Et là, c'est vous qui parlez. Parce que je l'ai Vous constaté. n'en apportez absolument aucune preuve, puisque moi j'ai les chiffres de l'INSEE. Mais vous me dites, mais c'est là, pas ils les chiffres de la sont plutôt population, rassurants. c'est les chiffres des recettes Bon. fiscales. Donc, et en plus, je suis même pas sûr que ça ait été dit en séance, si on écoutait C'est les chiffres des recettes fiscales dont on parle. Donc je trouve que quand même c'est un procédé un petit peu curieux. Je ne sais pas quels sont vos serviteurs, c'est pas vous qui l'écrivez, mais ils sont très élevés. Pas de la Ils sont population. très élevés. Ils sont objectifs. Non, ils sont absolument pas objectifs. Moi, je ne comprends pas. À partir du moment où je suis cité et que c'est moi qui exprime les choses et que je n'ai pas utilisé le conditionnel, ça transforme fortement mes propos en les passant au conditionnel. Lorsque je ne suis pas sûr de quelque chose, j'emploie même le conditionnel. Je peux écouter l'enregistrement. Je n'ai pas utilisé le conditionnel. À chaque fois, vous l'avez inscrit sous mon nom. Donc voilà, je trouve ça assez étonnant, enfin, en tout cas éclairant sur la façon dont vous souhaitez que les propos tenus ici, dans le futur, pour la postérité, soient retenus de cette manière et pas selon la vérité comme ça a été dit. Pour la postérité, je renvoie vraiment à nos enregistrements qui sont les plus fidèles témoins des travaux qu'on peut tenir autour de cette table. Est-ce que, au-delà de ces aspects de forme, il y a des remarques? Alors, excusez-moi, c'est pas qu'une question de forme. Je souhaite que tout soit remis au présent et non pas au conditionnel. Non, mais ça, c'est ce que vous souhaitez, mais est-ce qu'au-delà de cette question-là, il y a d'autres sujets? Il y en a une autre, oui. Donc, page 3, j'avais donc dit que j'avais proposé comme correction, résumant mes propos, que la principale cause de désertification de la ville était liée donc au problème de réhabilitation de l'habitat. Hein, c'est donc la phrase où il considère que la priorité devrait être donnée au développement et à la réhabilitation de l'habitat, principale cause de désertification de la ville. Bon, je ne sais pas pourquoi, vous avez enlevé ces propos-là. Principale cause, redites-le nous là. Alors,
Je vais vous redire. Ah, mais attendez, je l'ai autre truc là. Voilà, ma proposition, c'était, il considère que la priorité devrait être donnée au développement Principale cause de la l'habitat, principale cause de la désertification de la ville. Vous avez fait sauter principale cause de la désertification de la ville, je ne sais pas pourquoi. De même que lorsque je citais que de mon point de vue, et de mon point de vue, c'est-à-dire par rapport au chiffre de l'INSEE que j'ai, on est en dessous actuellement des 3500 habitants, et compte tenu du décalage, la population officielle est de 3500 exprimée ici, mais statistiquement, on est actuellement en dessous de 3500. Je ne sais pas pourquoi, en dessous de 3500 a disparu. Alors que je l'ai bien dit, c'est pas loin. Non mais en dessous de 3500. Écoutez, Bernard, je vais vous dire un truc. Vos histoires de chicaya, ça me casse les pieds. Alors on va remettre ce que vous voulez. On va mettre au présent, on va mettre le machin là qui dit que c'est la principale cause de désertification. Et puis comme ça, on peut passer à autre chose. Parce que franchement, ça casse les pieds de tout le monde et ça change absolument rien à la fin de l'histoire. Moi, ce que je sais, c'est que sur les questions de logement, sur les questions de démographie, je partage vos inquiétudes. Mais j'ai le sentiment d'avoir engagé le plan de lutte pour qu'on puisse inverser la vapeur. Pas de mon point de vue. Ça, non, mais c'est votre point de vue, voilà. Et s'agissant du logement, ça, vous ne pourrez pas me l'enlever. On a engagé les actions d'OPH, de PLH. Je vous rappelle quand même qu'on est la seule communauté de communes de Tarentaise à avoir un PLH. D'avoir engagé les actions sur le logement saisonnier, sur le logement, et y compris sur le logement nouveau ou les modernisations à venir, avec l'étude urbaine qu'on a initiée. Je veux dire, il y a eu sur les, je ne vais pas dire sur la durée du mandat, mais au moins sur les 3 dernières années, des actions inédites qui ont été engagées en direction du logement. Ça, vous ne pourrez pas nous l'enlever. Pour le reste, on va réintégrer vos propos subjectifs, remis dans le sens où vous souhaitez les voir, ce qui doit nous permettre tous de voter ce PV rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On en vient, Florence, au premier point de notre ordre du jour, avec le compte de gestion. Il n'y a pas de décision. Ah, les secrétaires de séance, oui, c'est important ça. Qui va corriger le PV? Bernard Zell. Philippe, je crois que la dernière fois, c'était chez nous, alors ça peut être chez vous. Non, c'était Jackie la dernière fois? L'avant-dernière. C'était Damien de Ségli. Ah oui, c'était Damien chez nous. Voilà. C'est Philippe cette fois-ci. Voilà. Ah oui, je regardais, il n'y a pas Philippe Moscade. Il n'y a pas Philippe Moscade ni Philippe Soublin. Donc, fatalement, ce soir, les choses sont simples. Florence, on en vient au compte de gestion du trésorier. Donc, Monsieur le maire informe le conseil municipal que les comptes de gestion 2018 du comptable du trésor de métier ont été contrôlés et qu'ils présentent une totale exactitude avec les comptes administratifs de la commune, aussi bien sur le budget général que sur les budgets annexes, assainissement et multiculture patrimoine. Donc, Monsieur le maire propose donc au conseil municipal d'approuver ces comptes de gestion 2018 et de l'autoriser à les signer au nom de la commune. Donc, on vous a joint, je crois que c'est la première année, en fait, les tableaux qui sont issus du logiciel de la trésorerie, sur lesquels vous retrouvez tous les résultats et les totaux des différentes sections. Sur ce rapport, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions à poser à Florence? Pas spécialement, je vais donc le mettre aux voix. Enfin, on le constate, quoi. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On en passe au compte administratif. Donc, le conseil municipal est invité à se prononcer sur les comptes administratifs 2018 du budget général et des budgets annexes, assainissement et multiculture et patrimoine. Donc, sur le budget général, le résultat de clôture 2017 en fonctionnement était de 379 751,94. Les dépenses 2018 de fonctionnement 5 180 779,44. Les recettes 2018, toujours sur le fonctionnement, 5 972 831,35. Le résultat global de clôture s'élève donc à fonctionnement 1 161
803,85. En ce qui concerne l'investissement, le résultat de clôture 2017 est un déficit, donc moins 485 977,80. Les dépenses d'investissement 1 950 969,31 et les recettes 2 118 753,05. Ce qui nous donne un déficit global de clôture de 318 194,06. Le résultat global de clôture, donc en fonctionnement et investissement, présente un excédent de 833 609,79. En ce qui concerne le budget d'assainissement, 843 609,79. Budget d'assainissement, les résultats de clôture, donc fonctionnement 95 364,17, les dépenses 245 508,84, les recettes 329,91,40, ce qui fait un résultat de clôture de fonctionnement de 178 946,73. Au niveau de l'investissement, le résultat qui était aussi un déficit, 27 906,84, les dépenses 235 383,85 et les recettes 252 467,91. Ce qui nous donne un déficit, un résultat déficitaire de 10 822,78. Le résultat global présente un excédent de 168 123,95. Sur le budget Moutier, culture et patrimoine, donc comme c'était la première année que ce budget est établi, on n'a pas de résultat et on n'a pas de résultat de 2017. Les dépenses 2018 s'élèvent en fonctionnement 170 619,84, les recettes à 180 428,55, le résultat global de fonctionnement à 1810,71. En ce qui concerne l'investissement, les dépenses s'élèvent à 4058,71, les recettes 2300, soit un déficit d'investissement de 71,71. Donc le résultat de clôture présente un excédent de 50 euros. On va noter que c'est le budget global de MCP. Hein. Oui, MCP. C'est un malheureux copier-coller. Sur le budget donc LGCP, je vous signale simplement qu'il n'y aura pas d'affectation de résultats, puisqu'ils seront votés au niveau du conseil d'exploitation la prochaine fois, je pense. Oui. Par contre, les comptes administratifs donc, ont été aussi présentés à la commission de finances du 14 mars. Donc on a noté les réponses aux différentes questions qui ont été soulevées. Et vous retrouvez donc bien sûr les 4 feuilles qui suivent le détail donc, par chapitre en dépenses et en recettes pour les différentes sections. Pour la section investissement, les dépenses sont détaillées par opération et les recettes par chapitre. Donc pour plus de visibilité, nous présentons ces tableaux aussi sous forme donc, graphique, le détail et les papiers et les graphiques. Simplement, je vous rappelle qu'en commission de finances, les articles de chaque chapitre ont été présentés et ont été joints aussi au compte rendu de la commission de finances dont vous avez tous été destinataires. Si vous avez des questions sur ces... Donc là, on présente en plus un bilan par service, parce que l'année passée, nous n'avions pas, puisqu'on a changé de logiciel, et donc nous avons travaillé à faire une analytique qui soit un peu cohérente. Donc vous avez un tableau qui récapitule les différents services pour lesquels donc, on a trouvé opportun de créer un service. Simplement vous signaler que la seule chose qui n'est pas intégrée dans les différents services, c'est les salaires. Les salaires des services techniques se trouvent en salaire et non pas dans le service qui va avec le service technique. Donc ça c'est pour une information qu'on complétera, qu'on améliorera d'année en année, puisque on va essayer quand même d'intégrer les salaires autant que possible. Alors vous avez bien sûr le total des dépenses, les recettes qui sont joints, qui sont répertoriées par service. Donc je crois qu'on l'avait présenté très rapidement en commission de finances. Donc, si vous avez des questions à ce sujet, je peux y répondre. Merci Florence. Avant que je ne me retire, est-ce qu'il y a des remarques que vous souhaitez formuler, Bernard? Ah, Florence. Oui, alors concernant effectivement le compte administratif et la commission finance, ce qu'il faut regretter aussi, c'est la très faible participation des conseillers municipaux et de commission.
je me suis senti un petit peu seul aux côtés de Jean-Charles Massiago, Florence Carpetta, Fabrice Pencook, où nous étions donc seulement quatre conseillers municipaux à cette commission, ce qui est quand même pas beaucoup, et je dirais pas normal. Donc j'y siégeais parce que je remplaçais Mireille Bert, normalement, qui siège à cette commission. Je voudrais aussi soulever que dans les différentes observations qu'il y a pu y avoir, il y en a certaines que je trouve intéressant de relever devant le conseil municipal, puisque notamment, c'est la première qui n'avait pas été, qui est différente un petit peu de ce qui avait été dit en débat d'orientation budgétaire, concernant par exemple le Café des Trois-Vallées, la recette relative à la location, un contrat d'occupation temporaire du domaine public de 50 ans plus 20, c'est en total 70 ans, ça représente une recette de 15 000, pardon, non je me trompe, 12 000, le montant exact, attendez voir, je vais vous le retrouver, c'est quelque chose comme 12 000 et quelques euros. C'est la part fixe, hein, Bernard. Non, c'est le total. Ah ben non, attendez, je vais vous expliquer pourquoi. C'est la part fixe, puisque la part variable, elle est calculée sur le chiffre qui a été donné il y a seulement quelques semaines. Donc la part variable, elle n'est pas intégrée là. Alors, en 2018, moi j'avais compris que c'était le total, hein, 12 900 euros. 12 900 euros, pour moi, c'est le total qu'on m'avait appliqué en commission. Le total. Donc c'est différent des 20 000, qui avaient été annoncés pour 2018. Et concernant 2019, vous avez annoncé au DOB 20 000. En réalité, au budget prévisionnel, mais ça on en parlera tout à l'heure, mais comme ça je ne reviendrai pas dessus, au budget prévisionnel 2019, vous prévoyez un peu plus de 15 000, ce qui est donc différent de ce qui avait été annoncé au DOB. C'est simplement pour relever que ce dossier, qui est quand même un dossier, on va dire, important du point de vue de l'impact urbanistique et de l'impact commercial dans le quartier de la Gare, bon, il n'apporte visiblement pas les résultats en chiffre d'affaires que vous escomptiez. Je crois qu'on nous avait annoncé un chiffre d'affaires de 400 000 euros, et donc visiblement nous en sommes loin, puisque de par les chiffres qui ont pu être donnés, le chiffre d'affaires devrait être de l'ordre de 200 000 euros en réalité. Alors, sur ce dossier, plusieurs éléments. La première chose, c'est que si ça vous avait échappé, je rappelle quand même qu'ici, on essaie d'avoir la sincérité budgétaire. C'est-à-dire que dans les éléments qu'on met au budget, on met les recettes certaines. La recette certaine, ce n'est pas basé sur le chiffre d'affaires, puisqu'on ne le connaît pas. Donc, ce qui est intégré là, c'est le ticket fixe. Voilà, premier élément. Deuxième élément, on a un décalage à N+1 sur la part variable, puisque l'établissement a ouvert en décembre 2017 et qu'il a bouclé son premier bilan un an plus tard, et que les chiffres ont été révélés il y a d'ailleurs peu de temps. Bon. S'agissant du montant global du chiffre d'affaires, il y a un engagement du porteur. Après, s'il n'atteint pas ou pas encore le chiffre d'affaires qui était escompté, ça concerne le porteur de l'activité, ça ne concerne pas la collectivité. Et on a été assez prudent de mettre un fixe dans cette affaire et pas uniquement baser le loyer sur le chiffre d'affaires. Dernier élément, je vous invite à comparer, parce que c'est très intéressant, les montants qui sont pratiqués pour l'occupation du domaine public, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'autres constructions fixes sur le territoire, des terrasses sur lesquelles tout d'un coup il y a eu des murs, etc. Et vous verrez que le tarif que nous avons défini et pratiqué pour le Trois-Vallées Café n'a absolument pas à rougir des tarifs qui ont pu être pratiqués de toute l'histoire de la commune par le passé. Et que nous avons souvent dénoncé. Ah ben ça c'est... Et alors je vous lis pour que les choses soient vraiment précises et exactes, c'est le compte-rendu de la commission des finances, j'ai retrouvé la phrase, pour 2018, là on n'est pas en prévisionnel, on est en réel, hein. C'est le constat 2018. Le montant s'élève à 10 301,18 €, y compris la part variable. Parce qu'il y avait une franchise. Y compris la part variable. Parce qu'il y avait une franchise. Il y a 12 mois, mais c'est vrai qu'il y a 12 mois. Il y a 12 mois de part variable là. Non, mais quand on parle d'encaissement de 2018, c'est
c'est en fait la somme qui a été perçue par la collectivité. Ça ne veut pas dire que c'est le pourcentage sur le chiffre d'affaires de 2018, nous n'avons pas les chiffres, ou on les a eus très tard. Donc c'est ce qui a été encaissé en réalité par la collectivité. Donc du coup, ce qu'on dit est juste, puisque c'est réellement ce qu'on a encaissé. Mais ça ne veut pas dire que c'est sur le chiffre d'affaires de 2018, parce qu'on n'a pas encore connaissance du chiffre. Bon, enfin bon, voilà. Ensuite, je voulais aussi relever un... Attendez, sur ce point-là, je crois que Philippe voulait intervenir. Oh, ce sera très rapide. Simplement, vous l'avez remarqué que lors de la commission Finances et Travaux, il y a eu une autre commission Finances. Il n'y avait pas que 3 personnes autour de la table. Non, mais bien sûr. Il y avait du monde, bien évidemment, ainsi qu'au débat d'orientation budgétaire où nous avons pu nous exprimer. Pour en revenir sur votre discussion, là, la bagagerie, c'est inclus dans la redevance de... Alors, attends, ça dépend de quoi on parle. Il y a une bagagerie qui est notre bagagerie, qui n'a absolument pas de pouvoir. Ensuite, l'exploitant du Travail et Café a fait le choix d'installer une petite bagagerie liée à son activité. Ça, c'est dans le tènement, donc c'est dans la même assiette foncière. D'accord, donc là, ça rentre après dans le cadre d'occupation du domaine public. C'est autre chose. Non, elle est dans l'assiette foncière. Bernard, on reprend. Oui. Alors j'avais également une autre observation, ça concerne les dépenses d'eau qui ont fortement augmenté, très fortement augmenté, puisqu'on est passé de 18 983 euros de dépenses d'eau en 2017, au compte administratif 2017, à 53 370 euros en compte administratif 2018. Ça fait donc une augmentation très importante. Que j'ai calculé le pourcentage, ça fait 282% d'augmentation. Alors vous nous avez dit en séance de commission des finances qu'il s'agissait en fait d'une facturation par le syndicat des eaux des fontaines, qui auparavant n'avait pas de compteur, et depuis qu'on a mis des compteurs, que le syndicat des eaux intégral a mis des compteurs, et il s'est mis à facturer cette eau à la commune. Bon, j'aurais bien voulu voir le détail parce que ça me paraît quand même assez exorbitant de voir une telle augmentation, de passer de 19 000 à 53 000 uniquement avec les fontaines. Je peux peut-être répondre sur ça, sur la consommation. Je voulais quand même rappeler aussi que pour les citoyens aussi, le prix de l'eau, il ne cesse d'augmenter. On a regardé là sur une facture d'eau réelle d'un citoyen de la commune, l'augmentation du prix de l'eau en 3 ans est de 23%. Donc, bon, sur la commune, visiblement, c'est encore beaucoup plus important que ça, mais pour les citoyens, c'est également non négligeable, puisque c'est une augmentation de l'ordre de 23%. Alors, je voudrais bien quand même que vous expliquiez ça et que vous expliquiez comment, à travers cet exemple, le syndicat des eaux intégrales a apporté du bien à la commune. Moi, je peux vous répondre déjà sur la consommation. Je vous donne simplement un exemple. Il y a eu un compteur qui a été mis sur la fontaine de la place Grenette, et la consommation uniquement de cette fontaine correspondait à ces 50% de la note. Ah. Voilà, je vous dis simplement... Vous en êtes proche en plus de celle-là, je m'inquiète. Ce qui nous a d'ailleurs outré, et on est intervenu tout de suite pour faire mettre des réducteurs, et on a eu une action... Mais vous savez que en fait j'en ai profité parce que je prends régulièrement mon bain. Vous avez pu le remarquer. Bien sûr, j'étais aux premières loges. Voilà, je suis aux premières loges. Non mais simplement pour être un peu plus sérieux, est-ce que vous pouvez nous préciser quand même le montant? Parce que vous dites c'est lié à ces fontaines. Est-ce que vous pouvez nous préciser le montant qui a été facturé pour les fontaines de Moutier? Alors, là, je n'ai pas les chiffres, on pourra vous les donner, mais je n'ai pas le détail de la facture qui a été enregistrée. Et au-delà du système de facturation, il y a aussi ce qu'on appelle, en fin d'année, lorsqu'on n'a pas les factures et qu'on n'a pas le montant réel, qu'il est facturé, on fait des rattachements de charges. Et selon les années, les rattachements de charges peuvent faire des différences importantes d'une année à l'autre. Donc là, le cumul de la facture plus le rattachement fait qu'on a eu un montant exorbitant et qui, l'année prochaine, va être largement diminué. Et d'autant plus qu'on a une action importante sur les fontaines. On a fait une action importante sur les fontaines et aussi que le syndicat va voter ou a voté un tarif différent pour l'eau des fontaines, qui est légèrement plus bas que le tarif normal. C'est l'action qu'on a eue avec Noir au sein du syndicat.
une fois de plus, je me sers de cet exemple pour dire combien il aurait pu être préférable du point de vue démocratique qu'il y ait une représentation plus large de la commune de Moutier au sein du syndicat des eaux. Vous savez que nous avions souhaité une représentation plus large, et vous l'avez refusé, c'est peut-être dommage parce que ce genre de problème aurait peut-être pu être évité. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le budget? Oui, j'en ai d'autres. Sur le compte administratif. Là, on est sur le compte administratif. Donc ensuite, alors au niveau des prestations de services, on a un montant alors qui apparemment ce compte 611 est celui sur lequel on met de plus en plus de choses. Alors vous nous avez dit effectivement en séance qu'il y avait, je crois, la cantine des écoles qui passait maintenant au compte 611. Bon, ce qui fait que du coup dans le compte 611 on se retrouve avec un amalgame de beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez simplement nous préciser les grands montants qui correspondent au compte 611, au compte administratif, qui font un total de 174 400 €. Il faut que j'aille chercher le grand livre. Hein. Vous l'avez pas là? Non, je n'ai pas là. Bon, d'accord. La question n'a pas été posée en commission des finances. Ça sert à rien, une commission des finances. Oui, mais il y a des questions qui vous arrivent après. Hein. On n'a pas toujours l'esprit vif, immédiat en commission des finances. Oui, entre la commission et aujourd'hui. Ah ben, écoutez, voilà. Bon, ben, si vous ne pouvez pas nous le dire... Non, mais j'ai pas les éléments. Oui. C'est pas qu'on ne peut pas vous le dire, c'est que les éléments, on n'a pas toute la comptabilité au conseil. On n'a pas toute la comptabilité au conseil municipal. C'est pas le lieu, vous en conviendrez. Ensuite, alors, au compte 61 558. Je sais, je suis embêtant. Hein. Non. Alors, 61, mais vous préfériez qu'on vote comme ça sans réfléchir? Non, mais par contre qu'on prépare les choses en commission des finances, il me semble, oui. Oui, mais il faudrait, comme j'étais tout seul, pratiquement... Et donc, puisque vous étiez... oui, vous terminé un esprit qui est tout seul est moins intelligent quand il y a du monde. Non, mais ça, on est bien d'accord. Mais quand vous êtes tous ensemble dans votre tête, est-ce que vous arrivez à poser des questions avant le conseil municipal? De sorte à ce qu'on puisse faire un conseil municipal constructif qui vous permette de vous apporter toutes les réponses à vos questions. On s'organise comme on peut et comme on veut. Hein. Alors, Bon, continuez, je parce rappelle que... que nous sommes des élus bénévoles. Oui, continuez. Alors, vous n'allez pas nous donner des leçons quand même. Hein. Continuez. Non, le célèbre professeur que je suis, Oui, parce que à vos yeux. vous faites souvent le professeur. Hein, N'est-ce pas? N'est-ce pas? Allez. Alors, donc, dans le compte 61 558, il passe de 8 000 en 2017 à 36 000. Et là, par contre, c'est autre bien immobilier. Autre bien immobilier, est-ce que vous avez en tête de quoi il s'agit? Alors, simplement, ce compte, c'est autre bien immobilier, c'est un 615, et donc c'est de l'entretien. Et donc là-dedans, en 2018, par exemple, il y avait toutes les ampoules d'éclairage public. On a remis en état des forages pour 18 000, des pièces RGE, j'ai 2500, bon, j'ai les plus grosses masses, quoi. Et après, pour avoir le détail, il faudrait qu'on ait le grand livre, mais c'est bien de l'entretien. Hein. C'est pas un achat ou... D'accord. Alors, ensuite, dans la ligne qui correspond à ce qui s'appelle honoraire. Non mais Bernard, Oui. on va pas faire du ligne à ligne. Hein. Non, mais attendez. C'est pas l'endroit ici. Hein. J'ai presque fini. Mais à l'avenir, je veux dire, c'est pas comme ça que ça marche quand même. Écoutez, on peut quand même poser des questions. On peut poser des questions, mais enfin, je veux dire, la préparation, Là, c'est pas une question, c'est une observation. le travail d'élaboration des documents budgétaires se fait sur plusieurs semaines. Il y a des commissions de finances qui sont des temps de rencontre, il y a des travaux en groupe, enfin nous on en fait chez nous, j'imagine que vous en faites chez vous, des travaux avec l'ensemble de vos élus du groupe. C'est là où peuvent émaner un certain nombre de questions. Alors nous on a la chance d'avoir l'adjointe aux finances dans notre groupe, donc elle y répond tout de suite. Mais si vous avez des questions, vous nous les faites passer. Je crois qu'on a toujours répondu, et on a d'ailleurs toujours communiqué aussi les documents qu'on pouvait vous transmettre pour une meilleure compréhension et une meilleure préparation de vos travaux. Donc à l'avenir, ce genre de questions de détail, c'est pas ici qu'il se pose. Alors, là, c'est pas une question de détail, c'est des observations. Alors j'en ai deux, et après j'en aurai fini sur le compte administratif. Concernant les honoraires, il y a dans cette ligne une partie qui correspond aux honoraires auprès de l'architecte conseil
qui supplée en fait à l'absence de cadre chargé de l'urbanisme au sein de la commune. Non, l'architecte ne supplée rien du tout. On a une organisation dans la collectivité qu'on a revisitée avec une prestation de service. Et la prestation de service, elle ne supplée rien du tout. C'est une nouvelle organisation avec une prestation de service. Vous avez choisi de prendre une prestation de service plutôt que d'avoir un cadre territorial chargé de ces questions. C'est donc une autre organisation. Je persiste à dire, et c'est pas du conditionnel, c'est factuel. Oui, c'est factuel. Voilà. Et c'est assumé notamment dans l'efficacité que ça donne. Mais par contre, votre phrase de présentation est une phrase de jugement sur la manière avec laquelle on a conduit le changement. Mais parce que je ne suis pas d'accord avec ce changement, et vous le savez très bien, je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit que je... Et vous êtes là pour poser une question, pas pour juger de la manière avec laquelle on a remplacé ou organisé la question de l'urbanisme. Tout à l'heure, vous me reprochez de poser des questions. Posez la question. Vous faites une observation sur le compte administratif et vous me le reprochez. Très bien. Bon, c'est pas une question, c'est un jugement sur le compte administratif. Et je prends note que le montant que coûte cet architecte conseil, c'est 30 912 € en 2018 au compte administratif. Et je fais l'observation que ce chiffre me confirme dans ma pensée que pour moi, l'intérêt de la commune serait plus d'avoir un cadre territorial qui s'occupe de l'urbanisme et d'autres questions que n'assure pas cet architecte conseil, et que ce serait bien meilleur pour la commune, de mon point de vue, que d'avoir cette prestation. Voilà, c'est tout. C'est un avis sur la manière de gérer la commune. Voilà, on n'est pas d'accord, mais c'est un avis. Donc, acte. Et la dernière question. Et la dernière question, c'est que je note que les frais de réception sont passés en quelques années de un peu moins de 4 000 € à 11 000 €, et puis vous prévoyez d'augmenter encore en 2019 en 14 000 €. Donc simplement, je veux l'observation parce que c'est un sujet sur lequel vous avez beaucoup polémiqué au début de votre mandat, et donc je note quand même que ce poste-là, il a particulièrement augmenté ces dernières années, passant de moins de 4 000 à plus de 11 000 et à bientôt 14 000. Alors, avant que Florence puisse vous donner les éléments de réponse technique, je veux juste vous répondre sur la manière insidieuse avec laquelle vous le présentez. Il y a des frais qui sont liés, ça sera expliqué. Il y a 0 € de dépenses liées à des frais du maire ou des élus. Pour la restauration, pour le carburant, pour le péage, pour l'utilisation de véhicules, y compris du train. La seule chose que la commune ait payée, la seule chose depuis 2014 que la commune ait payée, c'est l'entrée au salon des maires. Et ça, vous pourrez le vérifier comme vous voulez. Et alors là-dessus, les choses sont inoxydables. Et donc, je vous le dis de manière très claire. Et retenez-le. Parce que des collectivités qui agissent de cette manière-là, il n'y en a pas beaucoup. C'était un engagement du début du mandat. Il a été totalement tenu. Donc pour revenir sur ce montant, simplement depuis que nous avons changé de logiciel comptable, les affectations ont été faites de façon différente et plus juste. Ce qui fait que dans ce compte se trouve, lorsque par exemple on reçoit les anciens combattants, qu'on paye impôt, et ça se trouve ici, alors qu'avant on le mettait dans un autre compte. Ce qui justifie, je vous donne juste ce petit exemple, mais il y a eu aussi par exemple lorsqu'on a reçu les musiques militaires, avant ça allait dans un autre compte, et là comme on les reçoit, ça va bien dans le compte réception. Voilà ce qui explique en fait ce que vous dites augmentation, et moi je dis simple rééquilibrage entre les comptes. Philippe. Oui, je veux quand même préciser aussi que lors des mandats précédents, nous avions la même adjointe aux finances, et que les dépenses de déplacement, d'autoroute, d'essence, de badge, c'était toujours pris par les élus. Ce qui n'était pas le cas de la restauration, on a eu l'occasion de le mesurer. Quand on reçoit ici les services de l'État, c'est le maire qui paye l'addition en midi. Dont acte. Oui, ça dépend du montant des indemnités. Eh bien, on pourra tirer les traits. On pourra tirer les traits. On pourra tirer les traits. S'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, je vais vous abandonner un instant, tant que vous puissiez... Je ne peux pas passer par là.
Très bien, monsieur le maire nous a quittés. Il y a eu un débat très important autour de ces questions comptes administratives. Pardon? Vous avez l'air de dire que vous préféreriez qu'il n'y ait pas de débat? Écoutez, je viens de dire qu'il y a eu un débat. C'est le préalable au passage au vote. Maintenant, là, vous êtes aussi dans ma tête? Très bien. Je vous propose donc de passer au vote après ce débat très intéressant, mais sans ironie aucune. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des oppositions? 3 oppositions. Je vous remercie. On peut demander à monsieur le maire de nous rejoindre. Merci, Gilles. Ah ben. Monsieur le maire, le compte administratif a été voté avec 3 oppositions. Très bien, je vous remercie. On en passe maintenant, Florence, à l'affectation des résultats. Vous pouvez arrêter votre... Bernard. Bernard? Au micro. Ah, pardon. Donc, après contrôle des balances entre la trésorerie principale et la commune, il est proposé au conseil municipal d'inscrire les résultats de 2018 sur les budgets 2019 selon les affectations suivantes. Donc, sur le budget général, le résultat 2018 en fonctionnement est de 782,51,91. Résultat de clôture 2017, 379 751,94. Ce qui nous fait un résultat global de clôture de 1 161 803,85. Donc en investissement, le résultat 2018 qui est d'un déficit de 167 783,74. De 2017, c'est toujours en déficit de 485 977,80. Et le résultat de clôture de moins 318 194,06. Il est donc demandé au conseil municipal de procéder au vote des écritures suivantes. En recette d'investissement, d'affecter une partie du résultat excédentaire de fonctionnement pour couvrir le déficit d'investissement et de financement des restes à réaliser. Donc le déficit global est en 318 194,06, reste à réaliser 1 387 435,29 et les restes à réaliser en recette 325 595,66, soit le montant affecté de 1 161 803,85. La totalité de l'excédent de fonctionnement étant affectée en investissement, aucun report n'est constaté au compte 002. En dépenses d'investissement, de reporter le résultat déficitaire de 318 194,06. Pour le budget assainissement, donc le résultat de clôture s'élève à 83 582,56. Le résultat de 2017 à 95 364,17. Soit un total de 178 946,73. En investissement, le résultat 2018 s'élève à 17 084,06. Le résultat de clôture, moins 27 906,84, soit un résultat global de 10 000, déficitaire de 10 822,78. Donc il est demandé au conseil de procéder donc, au vote des écritures suivantes. En recette d'investissement, d'affecter une partie du résultat excédentaire de fonctionnement pour couvrir le déficit d'investissement et tenir compte des restes à réaliser. Le déficit s'élevant à 10 822,78, les restes à réaliser en dépenses à 32 727,32, soit le montant affecté à l'article 1068, 43 550,10. En recette de fonctionnement, de reporter le solde du résultat excédentaire de fonctionnement au compte 002, soit 135 396,63, et en dépenses d'investissement, de reporter le résultat déficitaire de 10 822,78. Merci. Est-ce qu'il y a sur ces affectations de résultats des remarques ou des questions? Je n'en vois pas, je vais donc les mettre au voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. 3 abstentions. On en vient au vote des taux, pour un constat surtout, qui est un constat de maintien, Florence. Oui, donc comme tu l'as dit, on propose de voter les taux 2019 au même montant que les taux 2018, soit pour la taxe d'habitation 15,88,
taxe sur le foncier bâti 18,81, taxe sur le foncier non bâti 51,34, cotisation foncière des entreprises à 23,05, et c'est conforme au débat que nous avons eu lors du débat d'orientation budgétaire. Est-ce que sur ces aspects de fiscalité, il y a des remarques ou des questions? Je n'en vois pas. Je vais donc mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? 3. Alors, des abstentions? 3. Donc, opposition 0, des abstentions 3. Je vous remercie. On en arrive au plan de résistance avec le vote des budgets. Florence? Voilà, donc la commission de finances du 14 mars 2019 a procédé à l'étude des projets de budget. Donc il est proposé au conseil municipal de voter les budgets selon les modalités suivantes. Sur le budget général, au niveau des chapitres pour la section fonctionnement, avec les opérations d'équipement pour la section d'investissement. Sur le budget assainissement, au niveau du chapitre sur la section de fonctionnement et d'investissement. Le budget général qui est proposé au conseil municipal s'élève à 5 831,734 en dépenses et en recettes de fonctionnement et à 3 250 311,50 en dépenses et recettes d'investissement. L'affectation à la section d'investissement est de 243 084. Pour le budget de l'assainissement, il est proposé au conseil municipal qui s'élève. Le budget assainissement qui est proposé s'élève à 461 662,73 en dépenses et en recettes de fonctionnement et à 595 088,88 en dépenses et recettes d'investissement. L'affectation à la section d'investissement est de 134 632,77. Donc comme pour les comptes administratifs, vous trouverez donc une représentation graphique des deux sections du budget général ainsi que celui de l'assainissement. Pour les dépenses d'investissement, le détail des investissements vous est présenté par opération dans le tableau, mais pour que ce soit plus parlant, pour que ça donne une vraie idée de la masse des investissements, sur le graphique, on a globalisé toutes les opérations. Je vous rappelle aussi que les articles des différents chapitres ont été étudiés aussi en commission de finances. Donc j'ai simplement une correction à apporter sur le budget assainissement en fonctionnement. Les charges de personnel, il faut dire 23 500 au lieu de 23 000. Et le virement de la section d'investissement à 164 362,73. C'est une correction qui n'affecte en rien les totaux et les équipes. Merci Florence. Est-ce qu'il y a, au-delà de ce qui a pu être évoqué lors des commissions de finances, des remarques ou des questions? Jackie? Oui, concernant l'investissement, le dernier conseil, je pense qu'on avait parlé d'un parking, et là on ne voit pas apparaître justement les sommes par rapport à ce parking. Tu parles des projets de stationnement ou tu parles du projet de stationnement? Projet de stationnement. Oui, alors, sur les projets de stationnement, on ne voit d'ailleurs rien apparaître dans ce budget, et c'est conforme à ce qu'on a dit en commission de finances. On va avoir un budget annexe sur la question du stationnement qui va intervenir au début du deuxième semestre 2019. Et donc on retrouvera l'ensemble des dépenses liées à ces projets du stationnement dans ce budget annexe qui est en cours de construction, qui devra arriver, je pense, en juillet. D'autres remarques sur ces budgets, Bernard? Oui, alors j'ai plusieurs remarques. Déjà, sur le stationnement, effectivement, j'ai la même remarque que Jacques Léger, en précisant toutefois que, effectivement, selon le rapport du DOB, il était prévu aux alentours de 2 millions d'euros d'investissement, et que ces 2 millions d'euros d'investissement, bien sûr, seraient en grande partie financés par de l'emprunt, et donc viendra s'ajouter, peut-être, sauf si votre réflexion allait dans un sens différent, ce que par ailleurs je pourrais peut-être souhaiter. Ça pourrait donc venir augmenter de manière très importante les emprunts nécessaires au cours de l'exercice 2019, qui s'élèvent donc déjà dans les projets que vous nous présentez
à 1 300 000 euros d'emprunts supplémentaires. Par ailleurs, je note que, contrairement à ce que vous aviez annoncé aussi dans un rythme prévisionnel de réaliser une réfection de rue par année, je remarque que cette année, donc, il n'y a pas de réfection de rue de prévu. Et que je n'ai pas le souvenir aussi que nous ayons eu un PPI au niveau de la commune. Il y a bien un PPI au niveau de la communauté de communes. Il me semble qu'il y a quelque chose qui ressemble à un PPI au niveau de l'assainissement. Mais je n'ai pas souvenir que nous ayons au niveau de la commune un PPI, c'est-à-dire une vision à moyen terme des différents investissements que vous avez envisagés pour nos collectivités. Ensuite, sur ces deux aspects, Bernard, déjà, sur les questions de voirie, donc effectivement, vous avez raison de rappeler qu'on a un besoin impérieux de rattraper notre retard sur les questions de voirie. Cette année, il y a un accent particulier qui sera mis sur la zone de stationnement qui est située sur le coteau de Champoulet. C'était un choix partagé, je crois. Donc du coup, l'effort sera concentré à cet endroit-là, dans une proportion sans doute un peu moindre que ce qu'on peut consacrer les autres années, compte tenu du fait qu'on n'a pas de réseau associé à cette réflexion de voirie. Pour autant, donc, il y aura bien du noir, si je puis dire, dans le cadre de nos investissements. S'agissant du PPI, il y a bien une réflexion, alors qui ne se porte peut-être pas de la même manière que du côté de la communauté de communes, mais il y a bien une réflexion sous forme de PPI, qui d'ailleurs a été plutôt traduite, je dirais, Florence, lors de la commission de finances, avec ce document global, qui n'est pas un PPI, mais ce document global sur lequel on n'a pas traité que de l'année 2019, mais avec une vision un peu plus large. Sur les aspects d'endettement, vous avez raison de noter l'effort qu'il faut consentir. Cet effort, il est d'ailleurs conforme au rythme qu'on a tenu et qu'il faut appréhender de manière lissée sur la durée du mandat, avec la volonté de n'emprunter que l'équivalent du capital remboursé. C'est-à-dire qu'on n'impacte pas plus, et comme on a amélioré par ailleurs nos indicateurs, ça permet de retrouver une santé financière de la collectivité. S'agissant des investissements et des endettements qui pourraient être associés sur les silos de stationnement, on a effectivement affiché des chiffres globaux, sans préjuger par avance du chiffre qui sera dans le budget annexe. Il ne sera pas à 2 millions d'euros d'investissement, on devrait être plutôt à une équivalence de 1,2, 1,3. Je vous laisse poursuivre. Oui, concernant effectivement le parking à Champoulet, je vous remercie effectivement d'avoir inscrit cette année, puisque ça faisait quand même plusieurs années que nous le réclamions. Parce que c'est vrai qu'il ne faut quand même pas oublier aussi nos quartiers périphériques, même si nous n'en avons pas beaucoup, il n'y a pas que le centre-ville à Moutier, c'est quand même important de s'occuper des quartiers périphériques. Et de ce point de vue-là, donc, on souscrit totalement à cette partie-là de votre programme d'investissement. Concernant également un autre sujet qui n'a rien à voir, c'est l'éclairage public. Et il y a eu un diagnostic qui a été fait en collaboration avec la communauté de communes et diligenté par le SDES. Ce travail du diagnostic concernant les réflexions d'éclairage public dans un but d'économie d'énergie et d'économie aussi de consommation, donc de coûts de fonctionnement pour la collectivité, je ne l'ai pas vu du tout apparaître. Et si j'ai bien compris ce qui a pu être dit autour de la table de la communauté de communes, si nous ne faisons pas les travaux en 2019, nous ne pourrons pas bénéficier des aides relativement importantes, qui sont toutes 50% je crois, qui auraient pu être dégagées. Donc je trouve dommageable que nous loupions cette opportunité de pouvoir bénéficier de ces aides. Alors l'idée, c'est évidemment de ne pas louper le bénéfice de ces aides. On s'est battu pour les avoir, c'est pas pour les laisser filer. Et on est toujours engagé dans cette démarche. Alors j'ai moins d'éléments de détails et la mémoire est moins vive sur le sujet. C'est Philippe Mosca qui suit ces aspects-là, mais Dominique Assier me confirme qu'on est engagé et que d'ailleurs notre programme est en cours de définition sur ce que l'on pourra faire, même si vous n'en trouvez pas la traduction dans les pièces qui sont diffusées à ce moment. Marché de performance. Marché de performance énergétique. Oui, le marché de performance énergétique, on verra peut-être ses résultats dans le compte administratif 2019.
mais seulement... On parle de l'éclairage public. En ce qui concerne l'éclairage public, il y a des travaux qui sont nécessaires. Et si on ne les voit pas apparaître dans le budget d'investissement, à moins qu'on fasse une DEM, et l'année 2019 me semblait être, d'après ce que j'avais compris, l'année butoir pour pouvoir bénéficier des aides. Oui, Philippe. Oui, le vice-président en charge de ce suivi au niveau de la communauté de communes nous a dit que la date de réalisation des travaux était bien avant le 31 décembre 2019. Oui, Georges mais il a dit ça, il a raison de le dire, mais c'est pas nous qui portons l'investissement, puisque c'est réalisé dans le cadre du programme, et nous on intervient dans le cadre d'un marché de performance énergétique sur cette question d'éclairage public, comme on l'a fait sur la question du chauffage. C'est ça, Dominique? Oui, c'est ça. Donc on sera au rendez-vous des investissements, des travaux à mener, des aides à mobiliser et des résultats au plan énergétique. On vous laisse poursuivre. Oui. Alors je voulais aussi faire observer que dans le budget investissement, il y avait pour, le montant a été donné tout à l'heure, il y avait pour à peu près 1 400 000 € de reste à réaliser lié à l'opération salle des fêtes. Donc, cette opération salle des fêtes, bon, elle coûte, on va dire, un prix que certains considèrent exorbitant. C'est vrai qu'à ce prix-là, c'est à peu près les tarifs, quand on raisonne au mètre carré, c'est à peu près les tarifs d'une salle des fêtes neuve. Donc effectivement, on va avoir un bel outil. Elle sera comme neuve. Mais vous avez mis la barre très haut. Et ça, vous l'avez déjà dit au moment du vote du budget relatif à cette salle des fêtes. Vous avez mis la barre très haut au niveau disons, de l'investissement mené. Il est clair que cet investissement va pénaliser les autres possibilités au niveau de la commune. Enfin, alors une question concernant le budget de fonctionnement prévisionnel au niveau de la masse salariale. Alors, quand on fait les additions des différents postes, parce que la masse salariale, elle suppose l'addition de différentes lignes, et si je ne me suis pas trompé en faisant l'addition, en 2019, on arrive à 1 723 000, et nous étions au compte administratif 2018 à 1 674 000. Alors, je déplore que souvent, y compris dans vos vœux, vous gargarisiez de la baisse des effectifs au niveau de la commune de Moutier. Mais alors, du coup, je ne comprends plus s'il y a baisse des effectifs et qu'en plus, vous n'avez pas comptabilisé dans cette somme d'1,7 million le policier municipal supplémentaire que vous comptiez engager pour le stationnement. Vous l'avez compris en commission des finances, il n'était pas inclus dans ce montant. Donc il y a une augmentation sensible de la masse salariale, alors que par ailleurs, vous vous vantez d'avoir fait baisser les effectifs. Alors je vais vous expliquer. Alors, moi, j'ai pas vos chiffres en tête, parce que le moment du conseil municipal, c'est pas le moment du détail du chiffre, c'est plutôt le moment de la commission. En tous les cas, ce qui est une évidence, c'est que le policier municipal, il est aussi intéressé sur la question du budget annexe que j'ai évoqué tout à l'heure, concernant le stationnement. Premier point. Deuxième point, je vous confirme les efforts que nous avons menés sur la masse salariale, sur les effectifs de la collectivité, de manière d'ailleurs, si ce n'est pas concerté, en tous les cas associé avec les représentants du personnel. Et ensuite, on a des dépenses qui sont aussi complémentaires, mais comme on vous l'a dit d'ailleurs en commission des finances, notamment sur les remplacements de congés maternité, puisque nous n'avons pas cette garantie dans nos dispositifs, et que c'est nous qui finançons, c'est la collectivité qui finance les congés maternité. Donc ça, c'est une dépense supplémentaire, et on est concerné cette année, ce qui fait que vous la retrouvez aussi dans votre compteur. Je rappelle globalement que sur la période 2014 aujourd'hui, c'est 1,4 million d'euros en cumulé qui ont été dégagés sur la masse salariale. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, Philippe, oui. Oui, je voulais... Donc, ce 1,4 million, je regarde le compte administratif 2014, il était de 2 892 000 en masse salariale.
En 2017, 2 616 000. Je n'ai pas regardé la suite. En cumulé. J'ai bien dit en cumulé. Hein. Ah ben non, parce que sinon... Oh non. Ah ben non, mais... Un peu tard. En cumulé. C'est sur le Une remarque? Non, sur le 012, c'est un débat qu'on a eu assez souvent dans cette enceinte. Vous le savez, la collectivité a complètement réorganisé ses services. La collectivité a réorganisé son service en pointant un objectif, c'est l'efficience. L'efficience qui nous permet effectivement d'aligner le niveau de service exigé par nos concitoyens avec également une baisse, et une baisse qui était drastique parce que, vous le savez, et vous n'êtes pas sans ignorer que l'effet cumulé de la baisse de l'aide, enfin je ne vais pas recommencer ce débat-là autour de la table, mais quand on décide de ne pas augmenter les impôts, que l'État vous prend de la DGF, que par ailleurs vous récupérez des compétences, eh bien si vous ne vous réorganisez pas, avec pour objectif, comme par exemple pour l'urbanisme par exemple, comme le volet enfance, comme le volet, enfin j'en passe, et tous les aspects, tous les services de la collectivité ont été revisités, avec un objectif de faire des économies, et dans un autre objectif, c'est de nous permettre de réaliser des investissements. Vous demandez à ce que nous réalisions des investissements en matière de voirie, bon, évidemment, et c'est normal, c'est ce qui est demandé par nos administrés. Eh bien, ce n'est possible qu'en réalisant ces économies-là qui nous permettent de redéployer vers l'investissement. Merci. Je vous propose donc qu'on en vienne au vote de ces budgets. Pardon? Non, on n'en vient pas aux mains. Non, il n'y a pas aux mains. Pas de ça chez nous. Oh non. On en vient donc au vote. Est-ce qu'il y a sur ces budgets des oppositions? 3 oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Moi, on déploie une énergie pour que vos oppositions deviennent des abstentions, mais malgré tout ça, on n'y arrive pas. C'est quand même dommage. Je passe la parole à Éric Laurent pour le point numéro 6. Non. Est-ce que je te regardais? Non, mais moi je l'embête. Excusez-moi, je vais faire un petit commentaire, j'en fais un autre. Lorsque nous nous abstenons, je considérais que c'est un vote à l'unanimité. C'est vrai. Vous avez la réponse. Ça va, très bien. Alors, moi, c'est précis. Je passe la parole à Éric Laurent au point 6 pour les subventions aux associations. Ah oui, après le budget, place aux subventions pour les associations. Donc, je voudrais associer dans le discours Aïcha et Laurence, qui ont établi aussi les différents tableaux qui nous sont présentés ici. Donc, voilà. Si vous avez des questions, on pourra répondre. Moi, je sais que me concernant, en termes de sport, je voudrais rappeler les différents critères qui sont tenus en compte, c'est-à-dire les jeunes qui sont sur la commune, les frais de formation, de transport, voilà, et aussi donc les résultats sportifs de chaque association. Donc c'est pour ça qu'on voit une fluctuation des différentes subventions chaque année. Donc c'est jamais linéaire, on ne donne pas une subvention de façon linéaire sur tout 2014, ça fluctue suivant les critères. Donc moi je voudrais juste apporter quelques remarques. Si on prend un exemple, c'est la boule Tarine, qui nous avait demandé, au début, il y a des frais de déplacement pour H20 France. Donc nous on répond, d'accord, faites le déplacement et suivant vos frais, eh bien, on participe à hauteur de 10% sur les frais. Donc voilà, ça c'est déjà une remarque. Ensuite, concernant donc, il y a plusieurs zéros, donc je vais pas revenir sur les zéros qui sont pour le ST et le tennis, parce que c'est pris en charge par la communauté de communes. Mais je voudrais revenir sur un ou deux zéros. Le Tarentaise Basket n'a pas souhaité de demander de subvention. Bon, je tiens à leur dire, voilà, ils ne veulent pas de subvention, donc ils se gèrent eux-mêmes. Le handball,
on part aussi sur des critères, pas de dossier, pas de subvention. Hein. C'est pas faute d'avoir demandé. Moi, j'ai téléphoné personnellement au président, on a envoyé donc les dossiers de subvention, mais pas de retour. Donc, pas de retour, on ne peut pas donner une subvention. Donc, c'est pour ça que le zéro, il s'explique comme ça. Voilà. Une activité nouvelle qui est le roller hockey, donc qui évolue dans les deux gymnases, Georges Larnaud et sur la Pompierre. Donc voilà, une subvention à hauteur de 600 €. Et là, pour la première année, on a voulu faire apparaître donc, la subvention du Rotary pour le trail de Tesson sur Salins, qui va avoir lieu de mémoire fin septembre. Donc voilà, ça nous évitera de revenir pour une subvention exceptionnelle de 300 €. Voilà. Et enfin, il y en a peut-être qui se posent la question, que veut dire Tanamo? Tanamo, c'est donc un club de natation. Et donc, nous avons 3 jeunes de Moutier qui sont dans le club. L'été, oui, tout à fait. Et qui sont donc de Moutier et qui vont donc au club de Tanamo. Et donc, on participe à hauteur de 75 €. Pourquoi 75 €? C'est 50 € par enfant, divisé par 2, parce que le club n'évolue pas sur notre secteur. Voilà, donc si vous avez des questions concernant différents rapports sur la culture, le social ou le scolaire, voilà. On est pour la culture. Oui, Philippe. Pour une facilité de lecture des tableaux qui sont très complets, peut-être y a-t-il des associations ou des structures qui ne bénéficient plus de subventions déjà depuis de nombreuses années. Peut-être qu'on pourrait supprimer les lignes. Oui, tu as raison. Et d'un autre côté, en toute transparence, on ne veut pas masquer le fait qu'il n'en ait plus. Donc voilà. Okay. Mais je retiens ta remarque qui me va à ravir. Bon. Deuxième question. Sans doute n'ont-ils pas fait de demande, parce que je vois que les lignes sont blanches, en ce qui concerne toutes les structures du collège et du lycée, foyers socio-éducatifs, les structures au niveau de la maison des lycéens. Je vois rien. Donc, En fait, ils n'ont pas. La maison des lycéens, il n'a pas redonné le dossier. Donc, comme on a dit, le dossier n'est pas donné, pas de subvention. Donc, on verra s'il le fait plus tard. Et par contre, au niveau du collège, ça fait quand même un moment qu'on se pose la question. Vraiment qu'on y travaille, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont intercommunales. Et on en a déjà parlé plusieurs fois. Il faut vraiment qu'on avance sur ce sujet. Mais il n'y a pas de réelle demande et il n'y avait pas de besoin particulier. Il y a une subvention qui a été percée au niveau de la communauté de communes, j'ai vu au foyer. Donc il ne faut pas qu'on fasse quand même que des buts d'emploi. Je dis en complément de l'intervention de Laurent que la complétude des dossiers est devenue un véritable sujet. Aujourd'hui, une association qui ne transmet pas son numéro de SIRET, par exemple, on est dans l'incapacité de leur verser la subvention, ce qui nous a demandé beaucoup de boulot. Pour ceux qui ne l'avaient pas communiqué, c'est une nouveauté. C'était le cas l'année dernière avec de la tolérance. Cette fois-ci, c'est complètement étanche. C'est notamment le cas de la maison des lycéens. Ils n'ont pas de numéro SIRET, donc effectivement, c'est compliqué. Oui, Philippe, oui. Une dernière question sur les subventions. Après 2 années sans subvention, on voit revenir une subvention de 1 000 € au niveau des services de prévention spécialisés. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il s'était disparu et qu'il s'est réapparu? Merci à toi, Philippe, et à Fabrice. Concernant cette demande de prévention spécialisée, nous avons souvent et largement discuté ou évoqué avec eux des propositions suite à des projets. Cette année, ils ont un projet fort intéressant, puisque je crois que c'est encore à nouveau un parcours. L'année dernière, il y avait un projet qui était sur la Vanoise. On allait participer, c'était important. Et cette année, c'est le Mont Blanc. Et donc à chaque fois qu'ils nous sollicitent et qu'ils ont un projet, qu'ils viennent échanger avec nous, il est évident que nous agréons notamment leur projet. Donc cette année, c'est 1 000 €. Par ailleurs, puisque j'en ai la parole, il y a certaines lignes où il y a 0, notamment la mission locale jeune. Comme vous pouvez le remarquer, le budget est sur la Comcom, d'accord? Donc et les autres, si vous avez 0, c'est qu'ils n'ont pas fait de demande. Et évidemment, nous avons un caractère obligatoire aujourd'hui. Monsieur le maire a souhaité qu'on le respecte. Au niveau du trésor public, c'est les numéros de SIRET. Bernard. Ah ouais, je pensais que vous aviez demandé la parole. Très bien.
Il n'y a donc pas d'autres remarques. Je vais mettre au voie ces rapports. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie pour cette unanimité au service de nos associations. Noir, on passe sur les sujets RH, à commencer par le plan de formation. Merci, monsieur le maire. Alors, comme chaque année, il vous est proposé d'approuver le plan de formation 2019-2020. Le plan résulte en fait des demandes approuvées donc, par les services, demandes qui sont émises au moment des entretiens annuels, ce qui fait que bon, quand vous regardez le document qui est joint, on a effectivement un peu un catalogue à la Prévert, hein, mais qui correspond en réalité aux métiers qui sont exercés dans la collectivité. Ce qu'on note quand même, et quand vous regardez hein, le document qui vous est joint, pour parler un peu formation, on a 94,92% d'agents, pour être précis, qui ont suivi une formation, 212 jours de formation en 2018, hein, avec une moyenne entre 3 et 4 jours de formation par agent. Et donc du coup, bon voilà, il y a des formations obligatoires, hein. Quand je dis obligatoire, par exemple pour la police municipale, les formations d'intégration, ainsi de suite. Et puis ensuite, on a les formations qui, elles, sont volontaires et qui sont destinées à parfaire la formation de nos agents. Pour 2019-2020, bon, il y a tout un catalogue en matière de sécurité, de police, préparation concours, des domaines très divers et très variés. Ce qu'on vous propose, c'est d'affecter, alors, d'une part, la part obligatoire hein, du budget qui correspond à 0,9% de la masse salariale. Vous vous rappelez, c'est un taux qui a changé à plusieurs reprises, 1%, 0,9%, 1%, puis c'est revenu à 0,9%. Et puis on propose de mettre 15 000 € de plus sur un budget total de 28 000 € pour l'année 2019. Ce qu'on propose également, c'est que le plan de formation soit valable jusqu'en 2020, c'est-à-dire jusqu'au moment où le futur conseil municipal délibère sur la question, sans doute vers voilà, septembre, octobre, hein, le temps de retomber sur les plans. Voilà. Merci Noir. Est-ce qu'il y a sur ce plan de formation, cette délibération, des remarques, des questions? Philippe, oui. Non? Si? Non. Bon, très bien. S'il n'y a pas de remarques ni de questions, je propose de le mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On poursuit avec la participation de la commune à la protection sociale complémentaire pour la prévoyance de nos agents. Alors effectivement, c'est un dispositif qu'on a expérimenté et qui est issu donc d'une délibération qu'on a de 2014, hein, au terme de laquelle on proposait d'affecter 1 € par mois et par agent aux agents qui décident de faire appel à une protection sociale complémentaire pour le risque prévoyance. On a 26 agents qui sont concernés par ce dispositif aujourd'hui, et ce qu'on propose, c'est de passer le forfait de 1 € par mois et par agent à 8 € par mois et par agent. Il s'agit de 8 € bruts hein, qui font l'objet de prélèvements, des prélèvements normaux. Merci. Donc une décision au bénéfice de nos agents dans la collectivité et un choix qui est concerté avec notre comité technique d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je vais donc mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. À titre d'information, je vous communique que nous avons connaissance de l'indice de satisfaction globale de nos agents dans la collectivité. Vous le savez, cet indice de satisfaction globale, l'ISG, est une note sur 10 de la manière avec laquelle on perçoit la qualité du bien-être au travail. La note moyenne est de 7,3 sur 10 pour
l'ensemble de nos agents. Et si on veut rentrer un peu dans le détail, administratif et police, on est à 7,2, école, on est à 6,9, et technique, on est à 7,6. Voilà. C'est une donnée à recontextualiser, mais je vous la confie puisqu'elle nous a été indiquée aujourd'hui. On en vient maintenant au rapport numéro 9 sur les demandes de subvention pour les projets de l'année. Vous avez eu diffusion de ce rapport dans lequel vous retrouvez les projets que nous souhaitons voir aider. Rénovation de la mairie, c'est les travaux complémentaires que l'on fait au-delà de la rénovation de la restructuration de la salle des fêtes. Ça concerne de la toiture et ça concerne du remplacement d'huisserie. Vous le voyez, une troisième tranche de vidéoprotection. Le projet de remise à niveau de l'assainissement qu'on a évoqué largement. Et le projet de stationnement qu'on a évoqué aussi à l'occasion de nos travaux ce soir. Les financeurs qui sont sollicités, l'État, la région, le conseil départemental et l'agence de l'eau. Et on cherche toujours à en avoir la subvention la plus élevée possible. Ça va sans dire. Philippe. Je prends le projet de stationnement, voilà, pour revenir dessus, 1,1 million. Est-ce que pour déposer dossier de demande de subvention auprès de l'État, il faut que le projet soit plus avancé et qu'on ait un dossier de savoir exactement ce qu'on fait ou on... Mais là, on a un devis de constructeur pour chiffrer ça. D'accord. Ouais. Devis. Un devis. Avec un projet. Il sera possible de le voir, ce projet? Enfin, oui, mais on est sur un projet de dossier de demande de subvention. Donc, une étude d'approche, et avec un devis qui est associé. Voilà. Et en réalité, sur les types de structures vers lesquelles on s'oriente, on a un chiffrage qui est à la place. Donc, du coup, c'est assez rapide de le calculer. Voilà. Voilà. Bernard, il y avait une question, je crois. Oui. Moi, c'est plusieurs commentaires. Donc d'abord, effectivement, je rejoins la question de Philippe Rivel. C'est vrai que quand on affronte des dossiers de demande de subvention, c'est bien quand même de présenter au conseil municipal l'essence des projets. Bon, voilà. Donc, si vous ne pouvez pas nous présenter, disons visuellement, peut-être quand même nous décrire quel est le projet de stationnement à hauteur de 1,1 million €. Ensuite, je voulais aussi savoir si, dans ces 1,1 million €, il y a uniquement un projet de parking, ou bien est-ce qu'il y a aussi l'investissement dans le stationnement payant qui, de mémoire, je crois, c'était à 260 000 €. On est sur la partie structure. Uniquement création de parking. Bon, donc c'est déjà un bon point. Pour ce qui concerne, effectivement, merci monsieur le professeur. J'avais dit au niveau du DOB que effectivement, nous préférons investir dans des parkings nouveaux que dans des opérations qui consistent à faire payer les usagers sur le centre-ville. Ensuite, j'avais également une question, alors, qui rejoint celle de tout à l'heure. Bon, l'éclairage public n'apparaît pas, donc, comme il s'agit aussi d'une demande de subvention qui est dans le cadre du contrat qui a été négocié par les autres. Le portage de la subvention, il est communautaire. Voilà, mais bon, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'apparaît pas. Exactement. Ensuite, est-ce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais j'ai oublié d'en parler, mais on en a parlé en commission de finances. Je crois que c'est bon aussi de le rappeler en conseil municipal au complet. La dalle de la Chaudane, où en est-on? Parce que les accès à la Chaudane, avec notamment la passerelle, dépendent de l'avancée de la réalisation du projet que nous avions tous voté à l'unanimité, qui devait aller très vite. Ce projet devait aller très vite. Or là, aujourd'hui, il semble que les choses avancent moins vite que prévu. On n'en entend pas parler du tout dans le cadre du budget prévisionnel. Ça peut être légèrement inquiétant quant à l'avancée des choses. Alors, je vais vous rassurer tout de suite sur cet aspect-là. Oui. Je l'ai dit en commission de finances, mais vous souhaitez que je le redise, donc je vais le redire. Les choses ont été freinées, vous le savez tous. Je veux dire, la famille qui est concernée a connu un drame qui l'a bloqué pendant plusieurs mois. Et on a ensuite la saison qui s'est déroulée, qui n'est pas le moment le plus opportun pour que les choses avancent. Depuis 15 jours, on est de nouveau en affaire, si je puis dire, sur ce dossier, avec des éléments qui avancent. On attend de leur part aujourd'hui les éléments d'architecte.
qu'on n'a pas encore vus. Par contre, sur les éléments de compromis, on a déjà bien avancé. Alors, ça n'apparaît pas dans notre budget, parce que là encore, sincérité budgétaire. Donc, quand bien même la recette doit arriver, aujourd'hui l'acte n'est pas signé, donc il n'y a pas de recette dans notre budget. Et on a souhaité, en toute transparence, se dire qu'il n'y a pas non plus de dépenses pour la passerelle, puisque c'est la vente de la Chaudane qui va nous permettre de financer la passerelle. Donc l'un entraînant l'autre, il y aura un budget supplémentaire quand on sera en mesure de l'intégrer. Pour autant, en temps masqué, les choses avancent sérieusement, puisque sur la passerelle, on a revu les prestataires qui nous accompagnent sur le dossier, notamment au niveau de l'architecture et puis des questions de structure. Et on a aujourd'hui un projet qui a bien avancé, avec une possibilité au moins technique de consulter, qui sera possible dans les tout prochains mois. Philippe, oui. Oui. Excusez-moi, je voulais juste, parce que je n'ai pas fini, je vous ai laissé répondre, mais je n'ai pas fini parce que sur les problèmes d'accès à la Chaudane, il y a aussi ce fameux escalier qui n'est plus disponible, parce que visiblement il n'était pas propriété publique. Donc c'est quand même, du coup, il y a un accès en moins aujourd'hui. Bien sûr, vous allez me dire qu'il y a un ascenseur, sauf qu'il faut rappeler que cet ascenseur, il ne fonctionne qu'aux heures d'ouverture des bureaux. Alors vous avez raison, mais vous êtes incomplet. Effectivement, il y a un problème avec cet escalier qui est sur du domaine privé. Et ça, ma foi, on ne peut rien. Je veux dire, c'est pas de notre faute si l'escalier est sur du domaine privé. On a un deuxième escalier qui se trouve un peu plus loin, certes, mais qui se retrouve de l'autre côté du supermarché. Cet escalier va d'ailleurs être remis en travaux la semaine prochaine, de mémoire, puisqu'il est aujourd'hui beaucoup plus utilisé et donc il mérite bien d'être revalorisé. S'agissant de l'ascenseur, on est, je crois, au bout de nos peines sur cette affaire, avec un ascenseur que l'on va pouvoir commander en fonction des événements qui se tiennent à la Chaudane, à la salle Caloc. Ce qui veut dire que quand on aura des événements le soir, on aura la possibilité de le rendre disponible ou pas. Maintenant, sur le fond de cet escalier, sur le fond de ce dossier, on a exploré 4-5 possibilités. Le sujet est vraiment complexe, parce que, effectivement, le foncier n'est pas chez nous, on a donc un blocage, lié à l'assise de cet équipement. On a la possibilité de reconstruire à côté, puisqu'on a un bout de terrain devant la dernière partie du supermarché, sauf qu'on passe devant les fenêtres des bureaux du supermarché, donc ça ne marche pas non plus. Voilà, on a exploré plusieurs possibilités et on regarde quelle sera la moins mauvaise, en sachant qu'une fois qu'on aura remis en évidence et au niveau l'escalier complémentaire qui se trouve de l'autre côté et qu'on aura donné plus de possibilités d'utiliser l'ascenseur, est-ce que finalement on peut se passer, je ne réponds pas à la question, je la pose, est-ce qu'on peut se passer de l'escalier que l'on connaît aujourd'hui et qui est fermé maintenant depuis quelques mois? Voilà, l'état de nos réflexions sans filtre. Philippe? Deux questions. Sur l'escalier, c'est quel niveau le propriétaire foncier demande quoi? Est-ce qu'il soit déposé, est-ce qu'il soit éliminé? Il demande qu'il n'y ait plus d'escalier. Il demande qu'il n'y ait plus d'escalier, parce que le mur qui est derrière l'escalier est un mur qu'il souhaite réouvrir en vitrine. Donc voilà. Et c'est le premier élément. Et le deuxième élément, il nous oppose des questions de responsabilité en cas d'accident dans l'escalier qui est sur sa propriété. Alors évidemment, c'est compliqué, d'autant que le droit français, c'est que le propriétaire du fonds est propriétaire de l'élévation. Donc, alors nous, on démontre qu'on a un ouvrage ouvert au public, qui est donc public, mais qui est là par défaut sur un fonds privé. Vous voyez un peu la complexité de ce dossier, quoi. Deuxième question, vous se prononcez sur la troisième tranche de vidéoprotection. Alors, sans aucune urgence, sera-t-il possible au cours de l'année 2019, parce qu'un bilan de l'efficacité des tranches 1 et 2 nous ont permis d'élucider un certain nombre de cas. Il y a eu des véhicules qui ont brûlé, peut-être de façon accidentelle. Je pense devant la cave coopérative, je pense au Kermo, je pense à un bus. Voilà, qu'on sache tout ce que ça a permis de faire.
Alors, sur les sujets qui sont évoqués en termes d'incendie de véhicules, on est dans une fraction importante d'accidents. C'est le cas du CAR, c'est le cas de la coopérative, et j'attendais les confirmations sur l'événement plus récent du côté du Kermose. Sur les notions d'efficacité, je crois qu'il doit y avoir un trou dans la raquette, je le dis au président du tennis, parce que j'ai diffusé ici les résultats que la gendarmerie nous a fait passer. Et je vous les redis rapidement, 3 chiffres: baisse des incidents commis 40% la première année, et de nouveau 40% la deuxième année. Taux d'élucidation aujourd'hui sur notre territoire communal, plus de 80%. Voilà. Les 3 chiffres-là suffisent à dire combien les résultats sont intéressants, en sachant que d'ailleurs aujourd'hui, tous les secteurs de la commune appellent à ce que nous mettions de la vidéo. Il y a une demande très forte sur le secteur justement des coteaux, qu'on ne pourra pas traiter encore tout de suite, mais qui fait partie aussi des projets. Il faut qu'on poursuive ces installations. Il y a une demande très forte de la population aujourd'hui d'une manière générale. Donc tout ça plaide effectivement en faveur d'une poursuite de ces projets. Jackie ? Et Bernard, je reviens après, j'arrive. Jackie. Concernant l'assainissement, Noir nous avait expliqué comme quoi il pouvait être pris par le syndicat, donc la réflexion d'assainissement, puisque d'autres communes venaient se greffer sur nous, notamment Pombière. Oui, on est dans une réflexion ici qui est de portée globale. Pour l'instant, on est vraiment sur notre demande de financement. On est occupé de préciser les choses. Tu vois d'ailleurs qu'on est ici sur 3 ans. Et ça donne du sens d'être sur un programme global sur lequel on sollicite nos financeurs. Et ensuite, on pourra organiser en fonction de la manière avec laquelle ça se met en œuvre. Tu me compléteras. Ce qui est important de rappeler aussi, c'est qu'on est occupé de structurer la manière avec laquelle on va organiser cet investissement. Ça suppose des passages, pour ne pas dire des passages obligés du côté du syndicat, comme il restera aussi à notre Assemblée un certain nombre de passages et de décisions. Donc là, on est dans l'opportunité du financement et de ne pas perdre de temps pour pouvoir engager de manière la plus rapide sur un programme d'ensemble. Et Noir me dit que ça lui convient comme réponse, alors on en reste là. Bernard. Oui, mais donc, est-ce que vous pouvez répondre oralement au moins à la définition du projet de stationnement que vous avez dans le cas? Oui, alors j'avais effectivement, c'était pas pour oublier, sur ce projet, en fait, nous avons besoin de place. Là-dessus, tout le monde s'accorde sur le constat. Il faut qu'on puisse construire donc rapidement, au meilleur tarif, tout en respectant les contraintes, qu'elles soient esthétiques ou de structure au regard de nos territoires. On a exploré plusieurs possibilités, mais globalement, tout nous pousse à aller vers de la construction, comment on appelle ça? Alors, on est en structure, évidemment, et de la construction modulaire, voilà, qui donne un véritable résultat et qui vient vraiment en réponse aux critères qu'on a préalablement définis. On en est maintenant à poursuivre nos démarches auprès d'un certain nombre de prestataires, puisqu'il y a évidemment des subtilités entre ce que peuvent faire les uns ou les autres, il y a des délais qui sont différents, il y a aussi des aspects esthétiques qui peuvent varier. On a travaillé avec l'ABF aussi dans ce cadre-là pour voir ce qui peut être admis sur notre territoire, il y a plutôt de l'ouverture, et on en est dans la définition des sites, mais là vous les connaissez, les sites parking du cimetière, parking du collège, parking des écoles, parking de la Chaudane. Voilà, c'est ça les sites potentiels sur lesquels on a la capacité de venir porter des structures. En sachant que les réponses qui peuvent être apportées par les différents prestataires présentent les unes ou les autres des contraintes qui font que l'un est mieux adapté à tel site et l'autre à tel autre site. Voilà. On en est là de nos éléments, je ne sais pas si ça répond à vos questions. En tous les cas, c'est du parking en structure, c'est de la poutre et de la dalle, quoi. Hein. Enfin, voilà, c'est aussi simple que ça. Hein.
Voilà. Alors, modulaire, excusez-moi, quand vous dites modulaire, j'ai pas bien compris, parce que ça me paraît contradictoire avec la pousse et la dalle. Modulaire, vous dites modulaire. Donc... Préfabriqué, alors, si vous voulez, plutôt que modulaire. Donc, avec, par exemple, des dalles préfabriquées. C'est ça. Voilà. Et en structure métallique Oui, prioritairement. D'autant qu'on a la capacité aujourd'hui, quand on connaît nos sols et nos sous-sols, on a la capacité sur certains types de ces ouvrages d'être en ouvrage poids qui ne nécessite pas des terrassements trop importants. Mais alors donc, et 1,1 million en fait, parce que vous avez dit cimetière, collège, école, la chaussée. Ah ben là, je vous ai donné les sites potentiels. Là. Si on fait tout ça pour 1 million d'euros, on est très heureux. Ouais, voilà, non, mais justement, votre priorité, le devis que vous avez qui permet juste... On est entre 7 et 10 000 euros la place. Ouais. 7 et 10 000 euros la place. Voilà. Et notre besoin est de 300. Voilà. Entre 2 et 300. 3 millions, c'est la maille qu'on a d'ailleurs évoquée lors des réunions publiques également. Voilà. Pas de surprise sur cette affaire. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Je vous propose donc de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. 3 abstentions. Ah oui, mais ça arrive. Sur les demandes de subvention. Comment? On en vient au rapport numéro 10 sur l'évolution de la Fédération des acteurs économiques. J'avais eu l'occasion de vous la présenter ici, de vous dire qu'on arrivait dans une organisation paritaire, ce qui a conduit à une évolution des statuts à l'occasion de l'Assemblée générale extraordinaire du 26 mars dernier. Et si une délibération arrive ce soir devant nous, c'est pour approuver le maintien de la ville de Moutier au sein de la fédération, du conseil d'administration de la Fédération des acteurs économiques. Ça, je pense que ça ne fait pas mystère. Et que nous puissions, du coup, en conséquence, désigner les 4 représentants de notre collectivité dans ce cadre-là. Je vous rappelle qu'il y a il y a 2 représentants de la communauté de communes au conseil d'administration. Il s'agit de Céline Mathéo, directrice de l'Office de tourisme, et de Jackie Léger, que je remercie d'avoir accepté cette organisation. Nous avons la Chambre de commerce et d'industrie, nous avons la Chambre des métiers et de l'artisanat. S'agissant de notre commune, 4 représentants sont à désigner, et je vous propose les candidatures de Éric Laurent, de Jean-Charles Massiello, de Florence Carpetta et de votre serviteur. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? D'abord peut-être sur l'organisation même de la fédération, sous cette nouvelle organisation. Pas spécialement. Si, Bernard? J'essaie de comprendre quel est le statut du coup. Est-ce que le statut change ou ne change pas? Non. Ensuite donc, concernant les questions économiques, je réitère mon observation comme quoi il n'y a pas eu, depuis le début du mandat, de réunion de la commission développement économique de la commune. Et donc c'est quand même, je trouve que c'est quand même préjudiciable au bon fonctionnement démocratique de notre collectivité. Et puis donc troisièmement, vous proposez 4 noms dans lesquels il n'y a aucun membre de l'une ou l'autre de la minorité. Bon, j'ai compris que Jackie Léger, je ne savais pas, il était au titre de la communauté de communes. Je trouve qu'il serait aussi intéressant que nous ayons un représentant de notre minorité parmi les 4. Et je vous propose ma candidature. Bon, on peut faire 2 listes alors, si vous voulez. Vous voulez qu'on fasse 2 listes et qu'on vote? Je sais pas, c'est ce que vous savez très bien que ça ne sert à rien. Ça ne peut être, je ne peux rien, moi je respecte la démocratie, vous avez envie d'être candidat. Vous savez très bien que ça ne sert à rien, puisque vous allez voter comme un seul homme pour vos 4 personnes. Donc simplement je vous fais la suggestion d'une ouverture, parce que j'espère que les 4 que vous avez nommés, si vous les nommez, si vous les confirmez ce soir, j'espère qu'ils seront présents dans ces réunions. Il se trouve qu'ils y sont quand même déjà pas mal, donc j'ai bon espoir qu'ils poursuivent leur engagement en la matière.
Et pourquoi refuseriez-vous que quelqu'un comme moi soit présent dans cette instance? Mais moi, je ne vous refuse pas dans l'absolu d'être présent dans une instance. Je vous dis qu'aujourd'hui, il y a des instances qui fonctionnent, avec des représentants qui sont déjà investis dans ces cadres-là. Je propose qu'on poursuive. Il se trouve qu'on est dans un effet d'opportunité. On n'est pas occupé d'installer des instances pour une durée. On est occupé de constater une évolution d'une fédération qu'on propose de devenir paritaire entre les représentants du public et les représentants du privé. Je veux dire, l'enjeu du projet dépasse la question que vous posez, je pense. Ou que je pose. Alors, je vais résumer les choses. On est membre de la commission économique, elle ne se réunit pas. Il y a une instance qui s'affaire sur le développement économique, dans laquelle la porte est fermée. Alors, je vous demanderai simplement qu'on ait au moins un retour, au moins un retour des comptes rendus de ces réunions, parce que, je veux dire, on est complètement marginalisé. C'est votre, je sais pas. Moi, j'entends vos arguments, mais je vous dis que la manière avec laquelle on a travaillé, et puis on peut prendre l'engagement, si vous voulez, de dire qu'on fera ici des bilans réguliers de la manière avec laquelle fonctionne cette instance, et quels sont ses travaux, quelles sont ses avancées et ses projets. On a juste accès au compte rendu. Si on a simplement accès au compte rendu de réunion, ce serait déjà pas mal. Très bien. Très bien, je prends devant vous cet engagement de diffusion des conseils d'administration. Philippe? Oui, ces comptes rendus peuvent peut-être être mis sur le site intranet sur lequel on a accès. Donc, je prends l'engagement, Bernard, de diffusion des comptes rendus du conseil d'administration. Ma question était la suivante également. Tu nous as donné la composition du conseil d'administration avec la CCI, la Chambre des métiers d'artisanat. Quels sont les membres qui siègent au bureau? Alors, quels sont les membres qui siègent au bureau? Les représentants de la ville, un représentant de la communauté de communes, et on s'en était parlé avec Jackie, c'est la directrice de l'OT pour qu'on ait la présence de l'OT dans ce cadre-là. On a des représentants de la Fédé, de la partie privée, pardon, avec son président Christophe Ginet, Farid Keshishi, Ursula Rayet. Ah bah oui, c'est marqué, je suis con. C'est un rapport diffusé, effectivement. Voilà, tout est dans le texte, quoi. Voilà, pour répondre à ta question. CCI et CMA. Et j'ai oublié Savoie Entreprise, d'ailleurs, dans les représentants publics très importants. Conseiller régional qui oublie Savoie Entreprise, c'est pareil. Je ne le répéterai pas. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions sur ce rapport? Je vais donc le mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? J'en vois 3 et je vous remercie. On en passe au point 11 avec la convention d'objectifs de Moutier Culture et Patrimoine. Compte tenu du montant de subvention que nous accordons à Moutier Culture et Patrimoine, régie à autonomie financière dotée d'une personnalité morale, il faut que nous ayons une convention d'objectifs qui définissent ce que vous avez pu voir, et donc notamment le montant de la contribution financière, les modalités et l'objet naturellement de la convention qui définit donc ce que fait Moutier Culture et Patrimoine, à savoir assurer l'accueil et donner information aux visiteurs sur le patrimoine moutierin, assurer la promotion et la gestion du musée des traditions populaires, organiser et assurer des visites guidées sur sa zone de compétence, assurer la coordination des interventions des divers partenaires de la valorisation du patrimoine moutierin, assurer la gestion des espaces d'exposition artistique du site, assurer la gestion des archives municipales, la commune étant engagée à mettre en œuvre et immobiliser tous les moyens nécessaires pour que les objectifs puissent être poursuivis et à assurer le versement de la subvention correspondante. Jean-Charles, est-ce que j'ai oublié des choses? Non, c'est bon. Est-ce qu'il y a des remarques
sur ce sujet qui est j'ai envie de dire, une pure forme. Pas de remarques, pas de questions, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. On a épuisé l'ordre du jour de notre conseil municipal dans un délai tout à fait raisonnable. Il y a quelques petits points complémentaires que je souhaitais évoquer. Le premier, vous dire que l'acte 2 du street art est en mouvement, avec une soirée de lancement qui intervient ce samedi à partir de 19h, place des Victoires, avec un concert et aussi le lancement du coup de la campagne de financement participatif qui est de nouveau engagée. Et puis, on va vous faire passer le calendrier des événements. On est dans une phase qu'on appelle de mini-festival qui doit aller jusqu'au 6 juin prochain, qui doit permettre de réunir les fonds du financement participatif. Et ensuite, les peintures qui interviendront au mois de septembre. Premier sujet. Deuxième sujet, je voulais vous rappeler l'inauguration de l'imagerie de l'hôpital de Moutier ce vendredi, à un horaire qui m'échappe. 17h, voilà, je ne sais pas pourquoi je vous le dis, vous savez tout. 17h, je voulais vous le rappeler. Et enfin, dernier point, peut-être Bernard, avec une attention particulière pour vous, dernier point qui concerne l'extension du funérarium. C'est un sujet que vous avez évoqué en commission d'urbanisme et sur lequel je voulais que nous arrêtions notre position, en tous les cas je vous partage la mienne. Le service du funérarium est un service privé, pour deux raisons majeures. La première, c'est que il y a bien longtemps, je me tourne vers Philippe, il y a bien longtemps que la commune de Moutier, comme d'ailleurs beaucoup d'autres communes, n'a plus d'agrément funéraire. D'aucune manière, puisque vous savez qu'il y a une gradation dans les agréments funéraires. Il y a ici bien longtemps qu'il n'y a plus d'agrément funéraire de la collectivité. C'est le cas d'ailleurs une proportion importante des communes désormais. Des funérariums publics, il y en a assez peu. J'en connais un, c'est celui de Chambéry, en tous les cas, s'agissant de la Savoie. Je ne suis pas certain qu'il y en ait d'autres qui soient publics en Savoie. Voilà. Première raison. Deuxième raison, c'est qu'il y a, je crois, une dizaine d'années, je crois que c'était 2008, le conseil de l'époque a fait le choix, comme nous le ferions d'ailleurs aujourd'hui, a fait le choix de céder du foncier pour que l'initiative privée puisse justement permettre qu'il y ait un service funéraire à Moutier, parce que s'il n'y avait pas de toute façon d'initiative privée, il n'y aurait tout simplement pas de service funéraire. Donc cette décision que nous ferions nôtre aujourd'hui a scellé, si je puis dire, le fait que ce service, il est aujourd'hui un service privé, dont on n'a pas d'ailleurs la capacité de le reprendre aujourd'hui à notre compte. La demande d'extension du funérarium que nous connaissons, et donc d'initiative privée, il est défini, qualifié, quantifié en termes de volumétrie parce que le privé estime avoir besoin, et donc moi je ne rentre pas dans le jugement de savoir si c'est assez grand ou pas, c'est en réponse, en tous les cas aussi à des équilibres économiques, parce que c'est bien aussi de ça dont il s'agit, et en réponse aux besoins qui ont été identifiés sur la zone. Besoins qui sont d'ailleurs à mettre en perspective avec une zone, un ressort plus important que la seule commune de Moutier. Et l'autre funérarium étant ensuite à Albertville. Donc voilà, il y a un équilibre territorial qui s'est organisé et qui a conduit à ce qu'aujourd'hui, il faille 2 chambres de plus. Ces 2 chambres pouvant faire une à l'occasion de cérémonies civiles. Voilà. C'est ça le fond du pot de cette histoire. On a aujourd'hui une demande de permis de construire qui nous arrive, sur laquelle je vais proposer, et c'est ce que je voulais vous dire ce soir, que le pétitionnaire puisse le déposer, parce que je crois que la commission n'a pas eu temps à juger de la qualité du projet architectural.
que de discuter du fond. Donc, je réévoque le fond devant vous ce soir pour qu'on puisse dire demain au pétitionnaire qu'il peut déposer son permis, parce qu'aujourd'hui, ce projet est nécessaire, il est attendu pour plusieurs raisons, des raisons capacitaires, mais aussi des raisons de cérémonie laïque qui doivent pouvoir être organisées. Voilà, c'est les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance ce soir. Oui? Effectivement, c'est un service qui est exercé par une entreprise privée, mais c'est quand même quelque chose qui est un service au public. C'est quand même une activité qui rend service au public, et notamment au public qui souhaite des cérémonies laïques. Et donc, dans le projet, il est prévu, quand on réunit les deux salles, il est prévu de pouvoir accueillir 50 personnes. C'est vrai que c'est mieux que ce qui existe aujourd'hui, mais la question simplement qu'on se posait, que j'ai posée en commission d'urbanisme, c'est est-ce qu'il ne serait pas envisageable, et peut-être que ça suppose simplement une discussion avec le porteur du projet, est-ce qu'il ne serait pas envisageable de modifier légèrement le programme, parce qu'actuellement, a priori, dans le programme, il ne touche pas aux bâtiments existants, mais il recrée de nouvelles chambres funéraires qui sont en partie redondantes avec celles qui existent. Donc, est-ce que, simplement, c'était une réflexion sur savoir, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité d'optimiser pour éventuellement arriver à faire une salle qui puisse accueillir plus que 50 personnes pour les cérémonies laïques qui sont quand même de plus en plus demandées. Oui, j'entends votre remarque, mais on n'a pas... l'ouverture a été donnée, je veux dire, aux porteurs de projet. Ça fait d'ailleurs 2 ans qu'on discute ça fait bien 2 ans qu'on discute de cette affaire, et on n'a pas été, nous, facteur limitant dans la manière avec laquelle le projet a été construit. Et donc le projet, c'est une réponse au public, mais c'est aussi une réponse économique d'un porteur de projet privé sur lequel la collectivité a dit nous vendrons le terrain comme il a été vendu de la même manière pour le projet principal qui a une dizaine d'années, et on n'a pas été facteur limitant à dire il faut, ah ben non, ça c'est pas plus de 60 personnes dans la salle. Voilà. Donc, pour moi, le sujet reste ouvert sur le capacitaire, mais c'est une réponse d'un porteur de projet privé, d'une initiative qui porte directement. Voilà. En tous les cas, je lui dirai demain qu'il n'y a pas de problème de fond et qu'il peut déposer son permis de construire. S'il veut le retoucher un peu, il a eu la faculté de le faire. Et donc, je pense qu'après, c'est vraiment de son initiative, c'est du ressort privé. Philippe? Oui, dans la suite du dépôt du permis de construire pour le pétitionnaire dans les jours qui viennent, là, donc on passe ensuite à la cession foncière. Ah ben bien sûr, voilà, oui. Mais ce que j'avais proposé au porteur de projet toujours, c'est qu'il puisse aboutir justement son projet architectural, parce que s'il fallait 50 cm de plus, pas anticiper une cession foncière sur laquelle il manque ensuite 50 cm. Comme on est entre gens de bonne composition, sur un projet qui n'appelle pas de mise en concurrence nouvelle, puisqu'ils sont aujourd'hui porteurs du projet, il me semblait qu'on pouvait mener les affaires en 2 temps. D'ailleurs, ce projet, il a été vu en commission d'urbanisme de manière un peu complémentaire, puisque le projet n'est pas déposé aujourd'hui. Donc il reviendra de toute façon devant la commission d'urba, ce qui sera l'occasion de reparler du foncier.